Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition du Mérite panafricain, édition du 13 mai 2022 consacrée à deux actualités africaines bien sûr. La première, c'est bien sûr l'actualité du côté du Mali avec cette grande mobilisation. Elle avait été annoncée depuis des mois, elle a finalement eu lieu. Grande mobilisation ce 13 mai 2022 du côté de la place de l'Indépendance à Bamako pour soutenir les forces armées maliennes, réclamer le départ cette fois-ci de la mission des Nations Unies MINUSMA du côté du Mali. Ils étaient nombreux, ils étaient très nombreux ces Maliens venus dans les rues pour scander leur amour à la Fédération de Russie et aux forces armées maliennes. En deuxième partie d'émission, on ira du côté de la République centrafricaine avec ces pressions qui ne cessent de se multiplier. Paris met la pression sur la République centrafricaine pour que les mercenaires arrêtés il y a quelques mois du côté de Bangui soient relâchés. Nous parlons donc de ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du Mérite panafricain sur ce plateau central de la télévision panafricaine. Nous sommes avec de nombreux spécialistes, d'éminents spécialistes, des habitués de nos plateaux. On va sans plus tarder passer le bonsoir à François Bikoro, Taf Bikoro. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui se comptent en milliards de par la magie des réseaux sociaux et surtout la force que nous menons ici chaque jour pour susciter l'adhésion de tous les Africains à cette nouvelle hargne que nous avons commencé il y a de cela pratiquement une quinzaine d'années, à savoir la libération de l'Afrique, mais surtout la promotion de la dignité de cette race humaine qui est en réalité l'humanité, qui est au début de tout et dont on ne comprend pas quelques millénaires après pourquoi les autres cherchent vainement à faire en sorte qu'elle soit un non-événement. Merci à vous François Bikoro. À votre droite, on a Dominique Yamtimba qui est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, Dr Yam. Bonsoir Monsieur Wafo et merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. André Christelle Fanga est également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité, Monsieur Wafo. Permettez-moi de commencer par souhaiter mes condoléances à la famille du directeur de publication du journal Le Soir. Son programme de décès est sorti ces jours-ci. Monsieur Armand Bianda qui est décédé il y a de cela quelques jours pour cause de maladie. Nous souhaitons beaucoup de consolation à sa famille, à son épouse et à toute la grande famille de la rédaction du journal Le Soir. C'est un directeur de publication, donc vous comprenez pourquoi je ne peux que souhaiter mes condoléances parce que c'est un collègue directeur de publication comme moi. Donc nous leur souhaitons beaucoup de courage. C'est une perte énorme et nous sommes derrière, nous sommes là, on va les soutenir pour justement accompagner notre confrère jusqu'à la dernière demeure. Donc, bonsoir aux Africains, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Toutes nos excuses de commencer avec une nouvelle aussi triste, mais c'est le cœur qui parle. Beaucoup de courage à la grande famille de la presse camerounaise. Également avec nous sur le plateau, Samuel Dionodor Yumbi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Junior Afo et bonsoir à tout le panel, à Monsieur Bikoro que je revois aujourd'hui après un très bon temps que je n'ai pas revu. Et je voulais dire tout d'abord un très grand bonsoir à toute la jeunesse panafricaine. Cette jeunesse qui il y a une décennie ne croyait pas à ce que nous faisions sur cette chaîne Afrique Média, cette chaîne révolutionnaire, cette chaîne qui a apporté quelque part cette révolution que nous avions dans nos cœurs et que la jeunesse tardait à s'aligner. Aujourd'hui, nous pouvons que être fiers de dire à cette jeunesse panafricaine, vous êtes encore ceux-là qui deviez sortir dans vos enclos pour vous aligner avec la majorité qui sont déjà dans les rues, pas pour manifester, pas pour casser, mais pour demander tout simplement leur dignité en demandant à l'impérialisme qui est cette France, qui est cette Europe, de sortir de nos territoires. Nous avions besoin de nous développer, nous avions besoin de donner l'émergence à tous les pays africains et pour avoir cette émergence, ces jeunesses, c'est à vous, les jeunes de tous les 54 pays du grand continent, écoutez-nous et prenez acte de savoir votre participation participative n'est que pondérante pour la lutte dont nous devons gagner et qui est déjà à la sortie du tunnel. Un grand bonsoir encore à tous les techniciens. Merci à vous Samuel Dionodor Yumbi. Eh bien,
Chers messieurs, nous le disions d'entrée de jeu, du côté de Bamako, ce 13 mai 2022 a eu lieu une grande mobilisation. Les Maliens sont sortis nombreux pour scander leur amour à la Fédération de Russie et aux forces de défense et de sécurité du côté du Mali. On va, avec le concours de la réalisation, faire un tour du côté de Bamako pour comprendre et ressentir comment était l'atmosphère de ce côté-là cet après-midi. Et on reviendra par la suite sur le plateau pour en parler avec vous et nos invités. Allez, 30 secondes que la Tigre pour Amram. 30 secondes. Merci beaucoup, merci. I think it's special for Arno Togola. We flag and ball for us on some Bagina. I think I'm DJ. Le peuple du Mali, est-ce que ça va? Et le peuple révolutionnaire du Mali. DJ, Amba Finena, Ikana, concert musical, musique révolutionnaire de Békin, Anaï. Le peuple résistant du Mali réclame cela. Et Ahmed Srassi Bakeneka, Srassi Minisona, tout je lui dis, voilà ça, Mali Kakoebi, Folik Bruma. Mokachama Mega Erengi Riwabi. Pour Mouna Anye Eke et Opération et tous Fama. Akime Mbora,
Bohodo de là. Noé. Obe temene papa. Malende bela jele yi restaurant akonana. Parce que baba Anthony je fais que mina. Oli ana sosiye. Yoli pire, yoli pire. Apoko oli pire antu kopo. Oli kama les autres ala uchiawo. Merci donc à la réalisation de nous avoir fait revivre ces instants chaleureux du côté de la capitale malienne. On va donc revenir sur le plateau avec vous, François Bikouro. L'initiative a donc été lancée par le mouvement Sauvons le Mali. Elle avait pour objectif de manifester en quelque sorte l'amour que cette population a pour son armée. Elle avait aussi pour objectif de réclamer le départ de la MINUSMA et la levée des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Tout d'abord, quand vous regardez ces images, quel est le sentiment qui vous anime? Un sentiment de satisfaction, parce que je me revois 15 ans avant, sur ce même plateau. Je me revois faisant un périple de près de 30 pays africains pour parler à la jeunesse africaine. Je revois les analyses des docteurs en doctorat, ces arrière-petits-fils du tirailleur sénégalais, dont nous avons envoyé en Europe pour apprendre à lire le bois au bois, et qui sont revenus depuis 60 ans aujourd'hui, essaient de lire le bois au fer, et le fer à rouiller. Je revois les appels et les plaidoyers que nous avons faits, parce qu'en son temps on nous appelait les aboyeurs. Je revois l'énoncé des critères pour atteindre le développement qui ont été enseignés à ces arrière-petits-fils d'esclaves dont nous sommes. On nous disait qu'il faut que le peuple soit derrière vous. On nous disait qu'il faut faire des bonnes élections. On disait qu'il faut changer chaque 10 minutes les chefs d'État à la tête de nos États. On nous disait qu'un bon président de la République, c'est celui qui est en phase avec son armée, qui sécurise son pays et qui surtout réussit à vendre les matières premières pour rendre leur peuple. Nous lancions un appel en son temps à l'endroit de cette jeunesse africaine qui avait été moulée à l'école coloniale et à laquelle on avait expliqué la preuve. Toutes nos maisons, toutes nos rues, toutes nos écoles, tous nos hôpitaux ont été calqués selon le modèle occidental. Vous voyez que je n'ai pas parlé des religions. Et je me revois en se disant un matin, pourquoi nous sommes toujours aussi seuls? Pourquoi ceux dont nous avons mis autant de moyens pour venir dire la vérité sont moins disants que le tirailleur sénégalais, cet homme qui n'a pas été à l'école et qui en hiver 1945 aurait dû être porté au triomphe parce qu'il allait accompagner, quelqu'un qu'on appelait la Grande Russie, l'Union soviétique, pour sauver la bêtise européenne. Il vous souvient qu'après la déportation, l'esclavage, Gorée, je n'aime pas en parler parce que ça me fait mal. Parce que ça me fait penser au discours de Nicolas Sarkozy de Bogza. Un émigré qui a fui son propre pays pour aller chercher la liberté et qui est arrivé à Paris en est devenu président de la République. Je vois encore son discours à Gorée, où il avait dit que l'Afrique n'est pas prête pour rentrer dans l'histoire. Et c'est sur ce même plateau que nous avons dit, on ne peut pas rentrer dans l'histoire parce que nous sommes l'histoire. Quand je vois ces images, toute génération confondue, toute race confondue, je suis obligé de faire le parcours d'un pays qu'on appelle le Mali. Je peux peut-être me tromper, mais il paraît que c'est là-bas qu'il y avait Soundiata Keïta. Et je revois ce que nous avons reproché à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs qui sont allés en Europe. Et dont certains traversent encore la Méditerranée aujourd'hui. Parce qu'on les présente un nirvana. Je vois ici Amadou Toumani Touré bombarder président le plus démocratique au monde. Et dont le prix s'est écroulé parce qu'il avait posé une question. Cette horde de bandits, armés jusqu'aux dents, qui part de Benghazi, qui part de Tripoli, traversant allègrement ensemble des pays, il avait dit qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ont armes et munitions, mais surtout les armes qu'on appelle la monnaie. Ils étaient pleins aux as, comme on dit au quartier.
3 secondes après, un soldat de 2e classe a été mis à contribution pour dire qu'Amadou Toumani Touré n'avait pas la possibilité de diriger son pays. Qu'est-ce que le Mali? Le Mali, c'est le limbe de mise en place d'une fédération africaine. Il vous souvient en son temps. Le Mali, c'est surtout, comme la RCA, on en parlera certainement, la République centrafricaine, comme la Guinée équatoriale, des gens à qui on avait dit que tous leurs voisins, l'Algérie, la Tunisie et tout ça, peuvent être des pays pétroliers, au désastre minier évident, et que chez eux, ils doivent simplement se contenter qu'on leur jette des biscuits par avion pendant 60 ans. Le Mali a tout tenté, il a tout expérimenté, ce que les Blancs nous ont appris pour qu'on soit dans la gouvernance mondiale. Le Mali et le Niger sont les pays qui ont le plus expérimenté l'alternance à la tête de l'État. Ils sont allés plus loin. En laboratoire, ils ont appris l'alternance par coup d'État, mort. L'alternance par coup d'État sans mort. L'alternance démocratique. Jusqu'au moment où la question posée par Amadou Toumani Touré nous a mis face à notre responsabilité. Pour régler les problèmes d'une race qui ressemble à une race aryenne. Les morts. M-A-U-R-E. Qui sortent de Mauritanie, qui sortent de l'Algérie, chacun. On a donc décidé que tous les bandits qu'on avait installés, cette population qui n'était pas berbère, qui n'avait pas le faciès de berbère, dont on a dit que il faut changer Muammar Kadhafi parce que la population est fâchée. Eh bien, ce Mali est au contingentement d'une société qui fait en sorte que la France, je n'aime pas prononcer parce que je dis toujours que la France, c'est quand je dis l'Occident. La France est premier pays producteur des choses, le seul pays au monde qui est producteur des choses qui n'existent pas dans son territoire. Ce Mali à Areva. C'est à ce Mali qu'on a expérimenté le service après-vente de l'insécurité mondiale que certains appellent terrorisme. Et je le dis toujours, pour ne pas être très long, parce que l'histoire, comme je le dis toujours, a ceci de particulier, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. L'histoire du monde commande que les 3 catastrophes que nous avons eues soient des catastrophes créées par des gens qui sont de même père, de même mère, les Européens. Il y a un monsieur, un illuminé qui s'appelait Adolf Hitler, qui avait estimé, parce que étant d'une race où les gens ne règlent leurs problèmes que par la violence, qui ne peut pas mourir de famine dans sa Prusse, dans son pays natal, alors qu'il y a des gens qui jettent à manger par les fenêtres pour nourrir les oiseaux. Il a trouvé une solution parmi tant d'autres, d'éliminer la race juive. Il paraît qu'il n'en a touché que 6 millions. Maintenant que le monde est ouvert, interpénétré, ils ont décidé à l'issue de 1945 qu'ils ne vont plus se guerroyer entre eux. À partir de 1945, ils ont créé des institutions qui leur permettent, lorsqu'ils ont des problèmes entre eux, d'aller le faire dans des territoires et des théâtres d'opération très loin de chez eux. Parce que ce qui leur est arrivé ne devait plus arriver. C'est ce Mali qui lance encore la fatwa aujourd'hui. Et comme l'histoire, comme je dis, ne s'arrête pas, Mel Begueil, il y a donc encore des velléités, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Des années après, ils ont dégringolé la grande Russie qui s'appelle l'Union soviétique. Ils ont voulu asphyxier entre eux les mêmes situations de 1939-45, les mêmes situations de 16-19, je crois. C'était encore une guerre entre arabo-musulmans et judéo-chrétiens. C'est ce Mali qui a dit aujourd'hui, oui, nous avons accepté pendant 60 ans la tutelle des gens qui disent qu'ils nous amènent la sécurité, nous amènent le développement, nous amènent le progrès. Quand on fait le bilan du Mali, il paraît que c'est le dernier pays au monde qui hume le progrès, le développement. Mais surtout encore, ils ont gardé quelque chose que les Africains n'ont pas encore, tous ensemble. La fierté. La fierté de défendre sa patrie, de défendre son pays. Après les 3 derniers événements démocratiques, entre guillemets, qui ont eu lieu au Mali, les Maliens ont donc dit, comme les frères, avec la présence de la France, base militaire, avec la présence de la MINUSMA, qui est encore une construction, mais en réalité c'est une autre forme, avec la fin de Takuba, avec la présence de, c'est pareil, j'en oublie certainement, ils se sont dit, mais comment on peut mourir de famine à côté d'un régime de plantain mûr? Les Maliens ont donc dit, nous allons tenir la France
sur ce qu'elle nous a tenu pendant longtemps, c'est-à-dire l'adhésion populaire, l'adhésion du peuple. Le peuple malien a décidé qu'elle prend son destin en main. Mais pour prendre son destin en main, elle s'est souvenue qu'elle était le co-religionnaire de la Grande Russie pour sauver la Grande Europe. D'où vient-il que subitement on nous apprenne qu'un pays européen qui joue la Champions League, qu'on appelle Russie, est subitement devenu un pays de bandits, de voyous, alors que le même mai dernier, ils ont encore célébré la libération de la Grande Europe. Les Maliens ont dit, comme tout a échoué, économiquement ça a échoué, politiquement ça a échoué, culturellement parce que vous avez oublié que la première action qui a été posée par des gens dont on disait qu'ils n'aiment pas l'Afrique, qu'ils n'aiment pas la France, les arabo-musulmans, c'était de détruire quoi? Tombouctou. Voilà donc la jeunesse malienne, la couleur malienne. Ils sont là les morts, les berbères, les blancs, les noirs, qui ont décidé de montrer à la face du monde que lorsque la jeunesse africaine répond à l'appel lancé par Afrique Média et les panafricanistes, elle peut produire ce genre de choses qui se produisent. Moi, je ne suis pas content uniquement pour ce rassemblement. Je suis content parce que les gens vont se rendre à l'évidence, comme ils se rendent à l'évidence que Docteur est encore vivant depuis 15 ans, alors que ses parents lui avaient dit, si tu tentes de poser la problématique de la libération de l'Afrique, on va te tuer. Tu ne vas pas faire ton doctorat. Tu ne vas pas faire ceci. Tu ne vas pas faire cela. La chance a donc voulu qu'au moment où les Maliens nous disent, levez-vous, qui est d'abord eu Afrique Média, qu'Afrique Média ait fait ce que tout le monde doit faire, utiliser la conscience, comme ils l'ont utilisé avec la Bible et le Coran, mais utiliser la conscience africaine pour leur dire, nous ne sommes pas contre la France. Je le répète toujours, nous ne sommes pas contre les Européens. Nous refusons qu'on nous impose les critères de convergence. Comment aimer son pays? Comment aimer son chef d'État? Les critères de divergence. Comment haïr son pays? Comment haïr son chef d'État? Et vous avez vu les balbutiements mal agencés en 2 reprises. Emmanuel Macron, qui est de la jeunesse qui est la vôtre, qui aurait pu s'entendre à travers les réseaux sociaux pour que vous mettiez en place la nouvelle universalité qui doit se mettre en place, est allé dans un pays qui a une histoire ancrée dans le lemme de la nouvelle génération dont nous constituons, le pays de Thomas Isidore Sankara. C'est là-bas qu'il a dit qu'un chef d'État s'est levé pour aller arranger un climatiseur. Mais il avait oublié de dire que le climatiseur avait été donné par Leclerc, une société française. En réalité, comme il est resté sans connaître l'Afrique, comme il est sourd à tous les basillements qui viennent d'Afrique, il ne savait pas que l'Afrique a changé. C'est pour cela qu'ils sont très surpris d'apprendre que le pays le plus pauvre au monde a décidé de chasser la grande puissance, la puissance française, la puissance de feu. Mais ce que vous n'arrivez pas à dire, c'est-à-dire vous les docteurs en doctorat, c'est que la puissance de feu de la France, c'est les minéraux du Mali, les minéraux du Niger. La puissance de feu de la France, c'est le pétrole, c'est le bois. Tout ce qu'on a pillé après avoir vidé l'Afrique de tout ce qu'elle avait comme gros bras. Quand je vois ces jeunes sans peur et qui est encore dans les universités des gens qui disent que il ne faut pas qu'on parte d'un maître à un autre maître. Alors que vous savez très bien, Augustin Frédéric Kodok Bahia, l'un des rares Africains qui a enseigné à la Banque mondiale toutes les bêtises, qui a corrigé toutes les bêtises que les gens viennent nous dire ici qu'il faut passer par la banque de la FMI, qui sont des excavations mises en place pour nous avilir. Il avait dit quand on se doit, on s'accroche à un serpent. La vraie question qui commence à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que les collègues de mon petit frère attendent pour qu'ils changent le système éducatif, pour qu'ils disent qu'on doit enseigner Kunta Kinte, qu'on doit enseigner Kunta Nabi Bolongo, qu'on doit enseigner Kamanga, qu'on doit enseigner Umyobe, qu'on doit enseigner tout, qu'on doit corriger toute l'histoire qui a été remise en cause depuis un certain temps. J'ai peur que vous, la jeunesse, vous ne sachiez pas que ce que le Mali vous envoie à la face du monde aujourd'hui, c'est pour vous interpeller. L'histoire du monde ne se joue pas en Ukraine. L'histoire du monde se joue au Mali. Est-ce que l'Afrique va encore rater le coche de l'histoire à cause de ces enfants qui continuent d'avoir peur, qui continuent de traverser la Méditerranée pour aller donner leurs organes humains pour permettre à ce que les gens vivent plus longtemps qu'en Afrique? Ils oublient, et je termine par là une fois pour toutes, que le blanc n'est pas bête, le blanc n'est pas fou.
Le blanc s'est rendu à l'évidence qu'après avoir mis des milliers d'Africains dans les cales des bateaux, et les bateaux en cette époque étaient en bois. Vous imaginez quand les gens sont dans les cales. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont arrivés en Europe. Pendant que leurs propres maîtres périssaient ou arrivaient malades dans leur propre territoire, les Africains étaient frais et moulus. Ils savent très bien que nous sommes les plus forts, mais ils veulent nous donner l'impression que nous n'en sommes pas. C'est là que se trouve le débat. Merci à vous, François Bikoro, pour cette première intervention. Je me tourne à présent vers vous, Dominique Yamtimba. Il y a quelques mois, quand tout ceci a commencé, on disait cette révolution populaire, je préfère l'appeler comme ça, sans objectif visible. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde cette énième manifestation, il faut dire que les précédentes ont eu le mérite d'emporter Ibrahim Boubacar Keïta, ont eu le mérite de faire partir la France. Cette fois-ci, on réclame le départ de la mission des Nations Unies. Est-ce que, pour une fois, la jeunesse malienne, une fois de plus, n'a pas montré à la face du monde qu'elle sait ce qu'elle a envie de faire? Elle le dit. Nous sommes en train de vivre l'histoire. La jeunesse malienne dit ce qu'elle veut. La question fondamentale que les Africains doivent toujours se poser est de savoir que voulons-nous? Que voulons-nous pour nos pays? Le problème, c'est que la plupart des Africains qui sont les bien-pensants ne commencent pas par là. Ils commencent par « tel a dit que »,« on a dit que ». Or, la question essentielle, c'est qu'est-ce que vous-même, toi-même, tu veux pour ton pays? Le pays dans lequel tu veux qu'il soit comment? Qu'est-ce que nous voulons? Lorsque nous avons posé cette question-là, vous voyez que l'attitude change. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes appelés à exprimer ce que nous voulons de notre pays et ce que nous allons faire. Parce que dès que vous exprimez votre volonté, forcément, la prochaine étape, c'est de l'implémenter. Et vous voulez donc faire telle ou telle chose de votre pays. La jeunesse malienne a clairement posé cette question et aujourd'hui est en train d'y répondre progressivement. Sans embâche, sans se prendre la tête, de manière tout à fait rigoureuse, et elle est tellement en phase avec elle-même en totalité que son gouvernement semble inspirer ce qu'elle fait et elle semble inspirer ce que son gouvernement fait. En fait, je crois que dans l'histoire récente, on a rarement vu une telle une symbiose aussi parfaite. Une symbiose aussi parfaite entre un peuple et ses dirigeants, entre un chef d'État, son gouvernement et le peuple qui les a poussés, les a portés là où ils sont. Je crois que le symbole malien, lorsque dans 200-300 ans, on écrira des livres d'histoire, on fera des recherches en histoire, on se demandera tout simplement qu'est-ce qui a pu provoquer cette attitude-là, ce réveil. À la vérité, est-ce que le Mali a quelque chose de différent, d'extraordinaire qui pousse le Mali? Il y a, oui, son histoire, mais son histoire est la même histoire que celle de toute l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique de tous les grands royaumes, des grands empires, l'Afrique où il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de prison. On n'exploitait pas les uns pour enrichir les autres, on n'appauvrissait pas les gens. C'était l'Afrique de la solidarité et de la croissance et de la prospérité partagée. Ce que le Mali dit, et c'est une chose qui est une vérité indépassable, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être chez soi et de ne pas profiter des richesses de chez soi, mais que ces richesses-là profitent à d'autres. Lorsque le Mali dit « nous voulons le départ de la France », il ne s'agit pas, la réponse de son président, du président de la France est totalement à côté de la plaque. En fait, il n'a pas très bien compris ce que les Maliens veulent. Aucun Africain. L'Afrique, c'est une triptyque vie, force, santé. Si vous respectez cette triptyque fondamentale de l'Afrique, qui vient de la nuit des temps, la vie n'est pas seulement la vie des miens, c'est la vie de tout le monde. Donc, les Africains ne sont pas là pour penser que il faut tuer les uns
et eux ils restent en vie. C'est pas ce que les Africains disent. Les Africains disent la vie c'est que vous êtes chez vous, je suis chez moi et on se rencontre, on discute, nous pouvons être d'accord sur certaines choses, ne pas partager, ne pas être du même avis sur d'autres, mais chacun est préservé et continue son existence. Donc ce que le Mali dit, et me demander la jeunesse malienne qu'est-ce qu'elle pense, mais la jeunesse malienne démontre la capacité d'un peuple à refuser d'être dominé. Et si vous refusez d'être dominé, vous démontrez par là votre humanité profonde. Nous sommes passés du paradigme de la poésie de Senghor, où on affirme, on veut prouver son humanité en le déclamant, mais ici on ne déclame pas, on agit. L'humanité est l'expression, c'est-à-dire se mettre dans l'action qui démontre qu'on est des êtres humains et que ces êtres humains-là, parce que la valeur fondamentale est la liberté, expriment leur liberté. C'est ce que les Maliens font. Et nous allons clairement nous rendre compte avec le temps que ce qui se passe au Mali est irréversible. Et il vaut mieux que ceux qui sont en face s'en rendent compte et observent ce que nous appelons depuis quelques mois, depuis de longs mois, la stratégie de l'escalade. L'ambassadeur de France est parti, Barkhane est parti, ils sont en train de démanteler les bases. Aujourd'hui, c'est la MINUSMA. Mais pourquoi? Parce que, entre autres choses, l'Allemagne a la maladresse de dire qu'elle va augmenter, elle peut envoyer 1000 hommes supplémentaires, alors que le Mali a demandé le départ de Takuba. Les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont très bien compris que c'est comme chasser quelqu'un par une... Tout simplement. Donc, ils disent, ah oui, nous sommes Takuba, nous rentrons, et puis ils reviennent par la MINUSMA. Le problème avec cette affaire de la MINUSMA, c'est que vous avez quand même une armée qui est dans votre pays depuis 9 ans. Quoi, depuis 9 ans. Bientôt 10 ans pratiquement. 10 ans pratiquement. Même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été aussi longue. Elle n'a duré que 6 ans. Et vous avez donc une armée qui est dans votre pays avec des objectifs très précis. Mais quand vous faites le bilan, aucun objectif fondamental n'a été atteint, n'a été réalisé. Donc vous vous posez la question de savoir ce qu'elle fait là. Alors qu'il a suffi que vous vous débarrassiez de l'une des composantes de cette force d'occupation, parce qu'après ça devient une force d'occupation, pour que les premiers résultats commencent à se faire voir du fait de votre propre action. L'armée malienne, progressivement, ramène l'ordre et la paix. Effectivement. Les activités agricoles reprennent, les activités d'élevage ont repris, l'école, les enfants de nouveau vont à l'école, les migrations internes se refont, les gens rentrent dans leur village, dans leur ville, et c'est la preuve flagrante, claire, la preuve claire que la paix et l'ordre reviennent. Donc la jeunesse malienne répond clairement à ce genre d'égarement. C'est-à-dire, vous dites oui, nous allons renforcer la MINUSMA. Non, la MINUSMA doit partir. D'abord parce que la gestion des opérations, si vous voulez, des opérations, la gestion des conflits, est contrôlée par les Européens, et que les forces comme la MINUSMA représentent simplement un des points de la conférence de Berlin. Prouver absolument les marchés, les débouchés pour les produits extérieurs de l'Occident. Parce que ce sont tous les équipements viennent de l'Occident, les équipements militaires, l'habillement, l'alimentation, la santé, la recherche, la logistique, c'est eux qui les fournissent, le renseignement, etc. La totalité. La conséquence, c'est que vous avez la MINUSMA au Mali, mais le Mali, au fond, n'en sent pas le bénéfice, ne serait-ce que sur l'objectif principal pour lequel elle a été envoyée, à savoir sécuriser, contribuer à la sécurité. Mais sur le plan économique, c'est quelque chose de totalement nul. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc, il demande à ces gens de partir parce qu'ils comprennent très bien que les mêmes gens qui sont partis hier par Barkhane et Takuba veulent revenir par un autre chemin, avec une autre casquette. Et il y a ceci de fondamental. Vous avez vu la réaction du Mali lorsqu'il y a eu l'appel à créer une commission d'enquête internationale sur Gossi. Effectivement. Cette commission d'enquête devait être sécurisée par Barkhane. Ça veut dire ils partaient pas. Si c'est eux qui sécurisent la commission d'enquête peut bien mettre 10 ans.
puisqu'il faudra différentes expertises. Il faut des enquêtes minutieuses. Ils seront là pendant tout ce temps. Et maintenant, l'autre porte, c'est la MINUSMA. Non, on revient par la MINUSMA. Le problème de la MINUSMA, c'est qu'elle a un budget d'1 milliard de dollars. Ça fait 620, 630 milliards de francs CFA. Si vous donnez ces ressources, si vous aimez tant le Mali et si vous êtes tellement préoccupé par la sécurité au Sahel, vous mettez à la disposition du Mali, vous demandez à l'État du Mali, nous avons un budget de 1 milliard de dollars, comment est-ce qu'on le met à votre disposition? Le Mali va vous dire, j'ai besoin de ça. Et si vous mettez donc à la disposition du Mali ce qu'il vous demande, vous verrez les résultats. Mais vous ne venez pas être en fait un effet perturbateur de l'activité des forces armées maliennes qui sont capables, et disent depuis 10 ans, qu'elles sont capables de maintenir l'ordre et la paix dans le Mali, pourvu qu'on leur donne les moyens. Et à l'époque, tout le monde sait que IBK avait été chassé du pouvoir parce que, en partie, le peuple n'était pas content. Il se demandait ce que faisait son armée. Donc, la jeunesse malienne est très lucide, mais c'est le produit d'un travail de fond, d'un travail de sensibilisation qui se fait depuis très longtemps. Et ce travail-là ne concerne pas seulement la jeunesse du Mali, parce que je suis persuadé que la Centrafrique, ça vient pas de loin, c'est le même mouvement. Effectivement. Et que vous aurez le même mouvement qui va avoir des formes très différentes. Vous voyez que la Centrafrique, le Mali, c'est pas la même forme. Ça prendra des formes différentes, mais ce mouvement-là s'exprimera nécessairement et de plus en plus dans tous les pays, surtout ceux où l'on parle le français en Afrique. Merci à vous, Dominique Yamtimba. Eh bien, je me tourne à présent vers vous, André Christelle Fanga. On a écouté attentivement les uns et les autres. Est-ce qu'on peut dire, au regard de l'analyse de Yamtimba et de François Bikoro, que désormais le point de non-retour a été atteint dans le bras de fer qui oppose le Mali avec ces pays occidentaux-là qui n'ont cessé pendant des années d'y semer l'instabilité? Alors, M. Wafo, je voudrais saluer les deux brillantes interventions. TAF est allé aux sources pour aller puiser justement le problème de fond. Parce qu'on nous a toujours traités comme des incapables. Mais ce brillant peuple, c'est-à-dire le peuple malien, peuple africain en général, commençant par le Cameroun, le Tchad et tout le reste là jusqu'à ce qu'ils ont... Il y a eu le débarquement en France. Nous sommes allés aux frontières, nous avons botté hors de la France l'Allemagne qui occupait la France. Et première des récompenses de ce peuple français après cette grande victoire des Africains, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent aller lire les mémoires d'Hitler. Grâce à la vaillance des peuples noirs d'Afrique, la France a pu se libérer. Et pour remercier ces tirailleurs, on se rappelle de Tcharoy. On les a nettoyés à Tcharoy. Voilà le remerciement des peuples français, du peuple français, de la France. C'est le merci qu'on vous donne quand vous avez tout fait pour eux. Vous connaissez Zinedine Zidane, quand il était au sommet de sa gloire, quand il a fait remporter la Coupe du Monde aux Français, c'était le chouchou. Mais à un certain moment, on a commencé à l'appeler le franco-algérien. Le franco-algérien. Quand des joueurs très puissants, très forts, ont remporté des victoires avec la France, on a commencé, on les a célébrés. Après, on a dit non. Quand ils ont commis quelques erreurs, on les a traités de noirs, qui ont eu une émigration. Donc, voilà les cadeaux français qu'on nous donne quand on a fini de faire le boulot. C'était juste pour rappeler que le peuple malien qui est mobilisé aujourd'hui, c'est pour davantage démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas ce peuple paresseux, ce peuple incompétent, ce peuple incapable d'arracher sa souveraineté
Parce qu'en réalité, le combat aujourd'hui, c'est le combat de la souveraineté, le combat de la liberté, le combat de s'exprimer librement sans que quelqu'un ne nous dise que mais non, vous avez mal fait. Parce que la France, cette France incompétente, je vous avais fait un récit sur du matériel français, de la force, vous l'appelez quoi, qu'ils utilisaient au Mali. La force Barkhane. Mais écoutez, quand vous avez près de 200 hélicoptères de combat, vous avez 400 véhicules blindés, vous avez les drones, une cinquantaine de drones, vous avez des armes sophistiquées, et vous avez en face de vous, et selon les estimations du ministère de la Défense française, les terroristes étaient comptés entre 400 et 1000 dans ce territoire-là, selon les estimations du ministère français de la Défense. Donc, on avait affaire à 400 à 1000 terroristes. Et vous avez, la France avait combien d'hommes? 5000 hommes. 5000 hommes de cette force-là, donc installés avec tout ce matériel. Ça veut dire que si vous avez autant d'hommes et autant de matériel, alors le Mali devait être libéré en moins de 6 mois. 6 mois comment? En moins de 2 semaines, si chaque soldat prend un terroriste, on n'a même pas besoin d'avoir un drone. N'est-ce pas? Pour voir comment... Effectivement, pour voir les déplacements. Vraiment. Vraiment. Donc, j'ai exagéré. Vous voyez comme tout le monde m'a repris ici quand je dis 6 mois. Donc, en 2 semaines, avec 5000 hommes et les drones et tout ce matériel-là, en 2 semaines, le Mali était libre. Et plus grave, la France n'avait pas le droit des opérations terrestres. Le contrat avec le Mali, c'était une opération d'assistance aérienne. Donc, c'est l'armée malienne qui devait être sur le territoire. Comment se fait-il que les Français et les soldats se sont retrouvés sur le terrain et dans les maisons des gens? Ça, c'est ce qu'on se pose la question. Ok, ça c'est terminé, c'est l'histoire. On a dit, bon, ok, c'est bon, c'est fini, non? Partez. Vous avez fait 10 ans sans aucun résultat. Je prie encore la France, si vous êtes, on vous calomnie, n'est-ce pas? Montrez-nous une seule vidéo d'un grand terroriste dans le territoire malien que vous avez arrêté. Vous nous présentez que voici nos opérations. Mais nous voulons leur présenter qu'après 3 heures de combat, il y a une zone qu'on appelle la zone des 3 frontières qui a été libérée par l'armée malienne après 3 heures de combat. Mais vous, en 8 ans, vous n'avez pas libéré cette zone qui était la zone la plus dangereuse de la zone des 3 frontières. Donc, quand la jeunesse se mobilise aujourd'hui pour dire que vraiment, c'est MINUSMA. La MINUSMA. D'ailleurs, même faisons le bilan des MINUSMA là. Le bilan des MINUS. MINUS, tous ces différents MINUS là. Quels sont leurs résultats sur leur territoire? 30 ans au Congo, MINUSCO. Est-ce que les groupes rebelles ne continuent pas à siéger les villes? Les groupes rebelles prospèrent. Ils continuent à prospérer. 30 ans. Opération de quoi? Maintien de la paix. Est-ce qu'il y a la paix au Congo? Non, je parle de Congo RDC. La République démocratique du Congo. Alors, depuis que tous ces gens-là nous ont amené les différentes formes de missions de maintien de paix, missions de sécurisation, missions de ceci, quels sont les résultats qu'ils ont produits durant toutes ces opérations-là? On retrouve que toutes ces opérations, c'est 0,0000 sur 10. En RDC, c'est le chaos. En Centrafrique, c'était le chaos. Au Mali, c'était le chaos. En Somalie, c'est le chaos. C'est le chaos. Partout, c'est le chaos. En fait, c'est comme si partout où la France met ses pieds, ça se gâte. Pourquoi vous oubliez la Libye? Pourquoi à chaque fois que la France met ses pieds quelque part, ça se gâte? Posons-nous la question. Est-ce que la France est un pays maudit? Ou bien c'est un pays qui apporte le terrorisme? Parce qu'en réalité, au lieu que le terrorisme disparaît au Mali, parce qu'on était à quelques 300 terroristes, qu'on dit qu'ils ont transité, ils ont quitté de la Libye, ils sont arrivés là, on ne sait pas par quel chemin ils ont pris, ils sont arrivés, ok, quelques 300. Mais comment ils ont fait pour atteindre 1000? Comment ils ont fait alors que vous avez de la puissance, vous avez les hommes, vous avez tous les différents éléments?
pour les mettre hors d'état de nuire. Donc vous comprenez qu'en réalité, cette jeunesse ne demande que maintenant. Vous nous avez trompés pendant 8 ans, 10 ans, que vous êtes là pour chasser le terrorisme, alors que les vrais terroristes, c'est vous. Le vrai pays terroriste, c'est la France. Donc en réalité, où la France se trouve, il y a terrorisme. Et je crois que c'est un ancien premier ministre israélien qui avait dit, si vous avez pour ami la France, ne cherchez pas votre ennemi loin. Oui. Si vous avez pour ami la France, ne cherchez pas aussi votre ennemi très loin. Parce que votre ennemi, c'est votre ami là. Et la preuve en est, nous les pays africains, nous les pays, Mali, RCA et tout, notre plus grand ennemi, ça a toujours été la France. Elle nous a fait croire que non, nous sommes là pour vos intérêts, avec ses compagnons, ses différentes dénominations, FMI, Banque mondiale et tout le reste là. Ils nous ont produit aucun résultat. C'est-à-dire, on est resté dans la même situation, pauvreté. Comment se fait-il que la France est 4e producteur d'or mondial? Citez-moi un seul site d'or, d'exploitation d'or en France. Précisez bien, devant la Russie. Devant la Russie. Citez-moi un seul site d'exploitation d'or en France. Citez-moi un seul site. Est-ce que vous savez que la France bientôt aura la crise de l'eau? La crise de l'eau en France, malgré leurs grandes réserves, parce qu'ils ont une très grande réserve qu'ils ont créée dans un souterrain, mais même jusque-là, il y aura la crise de l'eau. Donc en réalité, s'ils signent au Mali, c'est parce que le Mali a une très grande réserve d'eau qui peut... Parce que la nappe phréatique, parce qu'ils nous font croire que non, il n'y a rien là-bas, c'est le désert. Mais vous êtes dans un désert, vous défendez le désert comme ça là, vous refusez de quitter au désert, où il y a la famine, vous refusez de quitter comme ça. Vous refusez. Comment vous pouvez être dans un pays qui est pauvre, dans un pays, on ne sait même pas. Parce que Macron et le Guillaume ont fait comprendre aux Français que non, nous sommes là pour aider le Mali. C'est le Mali qui a besoin de nous, donc on les apporte de l'aide. Mais ok, nous on refuse alors votre aide. Allez-y avec. Ok, quand vous voulez passer par la MINUSMA pour vous réinstaller, nous ne voulons pas aussi la MINUSMA parce qu'en réalité, la MINUSMA n'a jamais bien servi. Donc, tous ces MINUS n'ont produit aucun résultat. Donc, allez aussi avec. Et c'est pour ça que cette jeunesse aussi est dehors. Pour dire que nous allons défendre notre pays. Nous allons prouver à la face du monde que nous pouvons nous défendre. Et avoir aussi des partenaires fiables. Parce que la vérité, c'est que en matière de partenariat, si vous avez un partenaire qui ne respecte pas votre contrat, vous avez la possibilité de déchirer le contrat. Effectivement. Alors aujourd'hui, les Maliens ont pris l'acte fondateur du contrat entre eux et les Français, ils ont déchiré. Et ça veut dire que s'ils ont déchiré cet acte-là, même avec aussi la MINUSMA, on déchire aussi cet acte-là. Donc, c'est terminé. Nous ne voulons plus de la MINUSMA et nous sommes très d'accord. Et je pense que Bikoro avait raison. Il y a de cela 15 ans, quand il disait... Vraiment, on a besoin de liberté. On veut ceci. Maintenant, on est passé de la parole aux actes. Les actes, maintenant, on est encore pacifique. Hein? On fait encore des manifestations pacifiques. Parce qu'en réalité, nous allons arriver à un niveau où ça ne sera plus pacifique. Nous allons porter les Français, mettre dans l'avion et dire partez. J'en ai terminé. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, on a écouté les uns et les autres, ce qui m'amène à présent vers vous, Samuel Dionodor Youmbi, Dominique Yamtimba, s'interrogeait tout à l'heure sur ce que les Maliens ont de particulier qui a peut-être provoqué ce réveil-là. Est-ce que d'après vous, Samuel Dionodor Youmbi, c'est pas la condescendance avec laquelle les autorités françaises ont traité les nouvelles autorités de Bamako? On a encore en mémoire ces paroles de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui parlait des autorités maliennes comme étant issues d'un coup d'État, étant illégitimes. On a encore en mémoire ces paroles d'Emmanuel Macron qui faisait état de ce qu'il allait appeler le président de la CEDEAO pour qu'on prenne des mesures contre le Mali. Est-ce que c'est pas cette condescendance-là qui a accéléré cette position de la jeunesse malienne? Et merci, M. Junior Wafo, avec brio sur ce qu'a apporté mes co-panélistes ici aux yeux de tous les Africains. Nous pensons que la condescendance de la France devant l'Afrique est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce que les jeunes Maliens font aujourd'hui, c'est ce que tous les jeunes Africains, panafricains, partout où ils se trouvent, on ressent cela et apportent leurs contributions pour que qu'au Mali, que ça se manifeste ainsi. Parce que nous sommes ici tous, nous sommes tous des Africains
Et ce que nous apportons, les résultats se font voir au Mali, en Centrafrique et partout ailleurs, au Burkina Faso, au Niger, partout dans les 54 pays. Ce qui veut dire aujourd'hui, la France en particulier et les Européens en général ont sous-estimé la qualité de maturité et de responsabilité de la jeunesse africaine. Et c'est cette sous-estimation qui a révolté quelque part sur la condescendance des Européens face à la jeunesse africaine en ce 21e siècle, qui ont vu périr leurs grands-parents, qui ont vu asservir leurs parents, et qu'aujourd'hui, ayant fait les mêmes écoles, ayant fait les mêmes études, ayant fait les mêmes rues, que ce soit à l'école en Europe ou en Afrique, se retrouvent quelque part qui ne sont pas, ils n'ont pas le droit de vivre, de jouir, d'avoir leur dignité. Comme on le disait encore M. Tafo ici, la vie c'est quoi? Vis chez toi, je vis chez moi, et si on peut se voir, on s'embrasse, on discute, et on partage ce qu'on peut partager, et tu rentres dans ton lit, et je vais chez moi. Aujourd'hui, la jeunesse malienne n'a que pris la révolte que nous ressentons tous pour dire qu'il faut toujours un départ quelque part. Et le départ a été lancé pour la dignité, la souveraineté totale, pour la prospérité de tout le grand continent. Aujourd'hui, nous le vivons. Aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. Les Européens qui ont sous-estimé, qui se réveillent très tard en disant pourquoi avions-nous laissé cette jeunesse-là faire les mêmes écoles, les mêmes études que nous? Pourquoi avons-nous laissé cette jeunesse-là, cette jeunesse aujourd'hui qui démontre aux yeux de la communauté internationale et surtout de l'opinion européenne, celle-là qu'on a toujours tronquée en montrant à cette opinion européenne, à cette opinion française en particulier, que les Africains sont des larbins, ils souffrent, ils n'ont rien, nous devons le leur apporter. Mais aujourd'hui, c'est tout le grand continent africain qui se mettent maintenant qui convergent tous vers le Mali pour dire aux yeux du monde entier qu'aujourd'hui, le grand continent africain ne vous appartient pas. Et il ne vous appartiendra plus jamais. Il ne vous est jamais appartenu parce que vous êtes arrivés en Afrique par la brimade, par les tueries, par les assassinats et en s'aimant encore en ce 21e siècle ce service après-vente qui est le terrorisme. Aujourd'hui, la jeunesse se réveille pour dire non. Ces terroristes ne sont pas. C'est nous qu'on réutilise encore pour nous faire encore des tueurs à gages dans nos propres pays, sous-entraînés par ces mêmes Européens dont nous ne voulons plus que nous, Africains, nous soyons des outils pour pouvoir détruire et déstabiliser notre avenir. Alors, quels sont les instructeurs? C'est vous, les Européens. Alors, nous nous remettons entre nous et vous, on vous donne un cachot dégagé du grand continent avec tous vos instruments que vous avez souvent si bien formulés, organisés auprès des organisations internationales en disant que c'est pour venir soutenir l'Afrique. L'Afrique peut se soutenir. Voici les preuves que nous, Africains, grâce à cette chaîne Afrique Média, qui y a une décennie, ce courageux Africain a pris la responsabilité de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et soutenu par nos grands patriarches, que je ne manquerai pas encore ici de le dire, ce grand patriarche, M. Obiangema, et son confrère, son Excellence, M. Paul Biya, qui ont compris qu'en ce début du 21e siècle, le combat panafricain, parce qu'ils sont déjà d'office des grands panafricains qui aujourd'hui ont mis en veilleuse leur détermination face aussi à la quinquessence de la détermination de cette jeunesse panafricaine dans l'ensemble du grand continent qui se mouve maintenant en face du monde entier pour pouvoir récupérer enfin sa souveraineté parce que nous ne pouvons pas vivre sans avoir de quoi manger.
Et si nous savons que nous avons de quoi manger sous nos pieds et que certains viennent pour nous terroriser et récupérer ce que nous avons sous nos pieds, nous devons plutôt le dire. Nous ne voulons pas de vous, que ce soit de n'importe quelle organisation. Nous devons nous défendre parce que les instruments qui sont mis à notre portée aujourd'hui par ces grands patriarches nous permettent aujourd'hui d'être des hommes forts, d'être prêts physiquement, intellectuellement, militairement, dans toutes les capacités que nous pouvons chercher à pouvoir nous échanger avec certains pays amis. C'est tout simplement pour renforcer cette dignité et cette valeur et cette sécurité pour la prospérité de notre développement. Aujourd'hui, au Mali, aujourd'hui, la France n'a que des yeux pour pleurer. La France, quelque part, après 60 ans, dans le grand continent africain, en particulier dans son précaré, nous n'avions pas vu un jeune un pays qui a eu un développement de par sa jeunesse, par la contribution de l'Europe ou en particulier de la France, après 60 ans. Aujourd'hui, nous prenons quelque part notre responsabilité, nous jeunesse, pour se poser la question, quelle est au juste la raison que la France puisse être en Afrique? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Les aides humanitaires? C'est ce que nous attendons d'un pays européen ou d'un pays ami? Ou nous attendons d'un pays ami nous apporter quelque part la nouvelle technologie qui nous permettra aussi d'être comme elle? Mais si nous arrivons à comprendre quelque part que tel n'est pas le cas, nous devons donc prendre notre destin en main. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, que la jeunesse panafricaine voudrait prendre son destin en main, et elle est en train de prendre son destin en main. Et aujourd'hui, la France, dans sa condescendance, n'a que les yeux pour nous, n'a que les yeux, les larmes qui coulent. Et l'Europe aujourd'hui se rend compte qu'elle est en train de perdre l'Afrique. Perdant l'Afrique dans la géostratégie mondiale aujourd'hui, seuls les pays qui sont vrais, les pays amis, les pays qui veulent une multipolarisation entre les pays, sont ceux-là que les Africains en ont besoin, parce que nous ne chassons pas le pays et la France, mais nous ne voulons plus les instruments européens et français sur le sol africain. C'est ça la nuance qu'il faudrait faire comprendre à l'opinion française en particulier, à l'opinion européenne en particulier, que les instruments qu'ils ont toujours apportés, ils ont toujours envoyés en Afrique, nous n'avons plus besoin. Car nous sommes nous-mêmes responsables de notre destin aujourd'hui, à ce début du XXIe siècle, face à cette jeunesse mature et responsable, qui aujourd'hui manifeste devant les yeux du monde entier, et qui, aujourd'hui au Mali, nous avions un président de transition, jeune de son âge, excellent monsieur le président Assimi Goïta, de son âge, qui vient ici parachever quelque part la magistrale que monsieur Thomas Isidore Sankara avait ouvert le chemin en disant: l'Afrique d'aujourd'hui, c'est celle-là qui va bâtir le monde de demain. Car c'est en Afrique que nous avions tout, mon cher Junior Wafo. C'est en Afrique que nous avons toutes les matières premières. C'est en Afrique que nous avons tous les premiers savants. Les premiers inventeurs, c'est en Afrique. Donc c'est aujourd'hui notre tour. Cette jeunesse-là, cette génération qu'on parle toujours, c'est nous. Il n'y a pas une autre nouvelle génération. C'est nous. Donc aujourd'hui, nous sommes face à l'écriture moderne de l'histoire. Et face à cette écriture moderne de l'histoire, nous interpellons par nos forces, étant au Mali, aux yeux de l'opinion internationale, aux yeux de l'opinion en particulier française, de savoir faire ami avec l'Afrique, ou à défaut de cela, l'Afrique se fera sans la France, sans l'Europe, et l'Afrique se fera avec le reste du monde. Merci à vous, Samuel Dionedor Youmbi. Eh bien, le temps est donc venu pour nous de prendre la direction du Standard et retrouver les téléspectateurs, en tout cas ceux qui souhaitent participer à l'édition du Mérite panafricain de ce soir. Eh bien, chers téléspectateurs, vous connaissez le principe. Vous pouvez composer l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre petit écran. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. C'est bien sûr le Mérite panafricain des chefs d'État. Vous votez pour le chef d'État de votre choix avant d'apporter votre contribution. Nous sommes au Standard. Allô, bonsoir. 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 Bonso
Est-ce que nous avons un appelant? Eh bien, on va donc revenir sur le plateau pour sortir de cette première thématique. Eh bien, François Bikoro, il y a quelques jours, on parlait encore de cette convocation du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que son fils, convoqué par la justice malienne dans le cadre de l'affaire d'obtention, de fabrication en tout cas des passeports aux Maliens. La société qui fabrique ces passeports, les passeports en question est liée en quelque sorte au fils Le Drian. Jean-Yves Le Drian, à l'époque, ministre de la Défense de François Hollande, aurait manigancé, traficoté quelque chose pour que la société de son fils gagne le marché. On parlait encore il y a quelques instants de cette grande mobilisation et le point de rupture qui semble atteint dans les relations entre la France et le continent africain. Est-ce que d'après vous, quand on regarde les deux affaires, on parlait avec Samuel Djenodor-Yumbi de la condescendance de la France qui a sans doute poussé cette jeunesse malienne-là à se révolter. Est-ce que s'il faut se projeter dans l'avenir, on peut dire qu'il y a des chances que le Mali et la France fassent encore bon ménage? Les mots ont leur sens. Quand vous voyez le discours du roi des Belges, propriétaire du quart du continent africain, Pasteur, tu vas me pardonner. La vérité est dure, la vérité est rude, la vérité est dure, mais c'est la vérité et la vérité libère. Nous nous focalisons sur les bases militaires. Docteur, tu as une responsabilité dans ce qui nous arrive. Partout où se trouvent les églises, c'est là où il y a l'or et le diamant. Allez vous renseigner. Partout en Afrique où se trouvent les églises, qu'elles soient réveillées ou révélées, ou allez vérifier. C'est la carte minière du monde. C'est la carte minière africaine. Donc les gars, c'est une affaire qui existe depuis une sécurisée. Allez regarder toutes les églises construites avant les indépendances et après les indépendances. Les terres là, jusqu'au moment où je vous parle. Vous êtes à Douala? Allez à Bonanjo. Pourquoi, même après les indépendants, on a tenu à venir mettre un monument? C'est un pic pour renseigner ce qu'il y a en bas. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Le travail fait par les Maliens, n'analysez pas ça au premier degré. Je vous ai dit, quelle est la première chose que les arabo-musulmans, dit Boko Haram, dit Armi, ont détruit au Mali? Tombouctou. Tombouctou, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Écrite de la main avec l'argile, intacte 1000 ans après. Il n'y a aucun clou à Tombouctou. Pourquoi est-ce que la première chose que Armi a détruite, c'est Tombouctou? Tombouctou, c'est l'histoire. C'est la racine. Quand on vous coupe de votre histoire, quand on vous coupe de votre racine, il ne vous reste que les velléités, les quelques lemmes de l'ancrage que vous avez avec votre histoire. Quel est donc l'ancrage? Vous connaissez la phrase célèbre. Nous préférons la liberté dans les... Je peux encore me tromper, c'est toi qui es enseignant. Je préfère la liberté sans l'opulence à l'opulence dans l'esclavage. Je ne suis pas docteur, j'essaie de dire. Oh, mais c'est ça. Qu'est-ce que ces gens nous ont appris? Que ce niveau d'état militaire, il ne peut pas gouverner. À qui s'adressait Sékou Touré? Au général de Gaulle. Ah, je voulais que vous disiez à un militaire. À un militaire. Je vous ai dit, les mots ont leur sens. On
dit que la France est géante. La personne qui parle à De Gaulle de la France était plus court que le général De Gaulle. Les mots ont leur sens. Les images ont leur sens. Il y a un sommet. Ça devait être Evian. Parce que la bolle, c'est celui qui est venu tromper les Africains. Voilà. Comment Isidore Sankara? Il dit, quand ces gens viennent chez nous, 4 heures de férié. 4 heures de férié. Il arrive en France. Un chef de bureau du sous-secrétariat des affaires étrangères du Quai d'Orsay vient dans la foule. C'est vous, Sankara? Parlant à un chef d'État. Pour comprendre ce que Macron, c'est une... Moi, j'aime tellement la France que je préfère l'aider. On ne peut pas vivre sans la France. Mais la France croit qu'elle peut vivre sans nous. Le discours de la France va pas dire la France n'ira jamais du Mali. Parti du Mali suppose pas d'électricité. Parti du Mali suppose le débat sur le franc CFA, monsieur. Puisqu'ils ont dit qu'ils s'en foutent du Mali. Le Mali faisant partie du franc CFA. Le Mali vit depuis 2 ans aujourd'hui sans l'argent du franc CFA. C'est pas bon pour la France. Qu'on ne vous distrait pas. La France négocie. Le Mali, c'est cette possibilité d'avoir découvert qu'en réalité, c'est les États-Unis qui sécurisent l'Europe occidentale. Les images, elles sont importantes. Ces images qui font de Jésus Christ un blanc et Satan un noir. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette déni d'écrire l'histoire de 39-45 en disant aux Africains c'est un noir qui a libéré la France, vous ne verrez jamais ça dans un livre d'histoire. Parce qu'auparavant on avait déjà dit que Jésus Christ était blanc. Satan était noir. Je travaille beaucoup sur l'histoire des religions. Le Gondwana, vous connaissez? Le fameux Gondwana. C'est l'Afrique noire. Comme l'Afrique c'est l'humanité, la religion c'est l'humanité. Nous nous sommes laissés distraire parce que les gens nous ont avilis par la peur. Pourquoi des gens qui ont subi 2 holocaustes? La première, vous voyez que je parle par la peste. Peuvent venir nous dire que pour être en sécurité, il faut faire le cacao. Il faut faire la démocratie pendant que eux, ils ont les bombes atomiques. Des bonnes questions, jeune homme. Le monde n'a jamais eu autant de prolifération en matière de sécurité qu'après 1945. Ils sont allés plus loin parce que Dieu leur a pourvu un petit espace. Les Occidentaux, les Européens vivaient dans les igloos. Les igloos, c'est les blocs de glace. Chacun reste chez lui. C'est pour cela que comme solution au Covid, ils ont écrit dans les murs de Paris, restez chez vous. Phrase subliminale que les aboyeurs d'Afrique Média ont transformé en message aux Africains. Les Européens disent, restez chez vous. Ne traversez plus la mer. Ils ont écrit sur le mur, restez chez vous. C'est pour cela qu'ils ont tenté une autre déni de l'histoire en disant les Africains vont mourir comme des grappes. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que l'Européen souffre, il se souvient qu'il y a une race au monde dont aucune intempérie ne dégrade. Ils ont attaqué la Russie comptant sur le Mali. Quand je dis Mali, je dis Afrique. L'embrouillamini que vous voyez là, parce que ils cherchent le moyen de dire, comme ils ont dit avec le Covid, c'est une maladie mondiale. Comment chaque fois qu'ils souffrent, ça devient mondial? Mais quand ils sont heureux, ce n'est plus mondial. La malchance, Dieu, pasteur, change la Bible comme elle était à l'origine. Il n'y a pas de peuple supérieur et de peuple inférieur dans la Bible. Quand Jésus Christ a souffert, il allait où? Parce que répond, en Afrique, il a fait la marche de Mao Tse-tung. 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que la marche de Mao Tse-tung? C'est d'éprouver les imposteurs et les hypocrites.
que le président Macron a réuni en France, transformant le sommet des chefs d'État France-Afrique en sommet des bandits et des voyous avec le président français. Et j'ai donc compris que non, en réalité, nos frères donnent raison à Afrique Média. Nous avons dit au départ que notre rôle n'est pas de chasser la France. Nous avons remarqué que chaque fois qu'ils veulent nous aider, ils prennent les papiers hygiéniques et disent que c'est la monnaie. Ils veulent nous aider, ils prennent, ils nous disent pour que vous soyez aidés, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, ils ne parlent jamais de Kotoko, d'arabe, Shoah et tout ça là. 60 ans après, nous nous souvenons que Sékou Touré n'était pas avec la France. Sékou Touré n'avait pas le franc CFA. Sékou Touré ne pleure pas sous les bombes des accords de partenariat économique dont le président zimbabwéen perd à son grand âme. Bon. Vous vous souvenez que textuellement comme mon homologue, mon homonyme, François Hollande, à peine il n'arrive plus à contrôler les hordes de bandits qui sont partis de Libye, ils vont créer, ils leur cherchent un espace. L'Algérie dit je ne tomberai plus dans le piège. Donc les gars vont à gauche, on les chasse à Mauritanie. Ils vont à droite, on les chasse en Algérie. On dit mais trouvez, il y a un bout de désert là. Les gars s'y retrouvent à cet endroit. 60 ans après, mon frère, on fait le bilan. Celui qui a accepté la France, c'est le franc CFA. Celui qui n'a pas accepté la France, le franc CFA. Ils sont au même pied d'égalité. Le Mali dit donc, 60 ans après avec la France, on n'a rien eu. Peut-être que 60 ans sans la France, on n'aura rien. Donc on est au même pied d'égalité. Situation qui permet à ce qu'on se dise, il y a quelque chose qui passe. Le Mali n'a pas dit qu'il chasse la France. Le Mali dit faisons le bilan. Séni Kounché 1961, Jeune Afrique 1663. C'était poser la question de savoir comment le Niger peut être un pays pauvre avec tout ce qu'il a à l'intérieur. 3 jours après, il y a eu démocratiquement son départ. Maïna Sarré a posé la question de savoir 0,003% des bénéfices de Areva. Il dit, enlevons 0,003%, allons à 0,003%, c'est-à-dire on enlève un zéro. Un sergent-chef est venu régler le problème en conseil des ministres. Moi, je parle aux Européens et aux Africains en leur disant, ne nous jugez pas. Un homme qui a faim, un homme qui a soif, qui est dos au mur, multiplie le genre de courage que vous avez vu le Mali faire là. Le Mali veut simplement rester malien. Ils avaient déjà créé une race économique qu'on appelait les Tok-Tok en Afrique. Peut-être vous étiez jeune, mais je le connais. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas que c'est le Mali et le Niger qui rendent la France. Ils étaient des Tok-Tok, c'est-à-dire les coupeurs de chaussures. Comment on appelle les cordonniers. Non, pas les cordonniers. Les cordonniers, c'est un métier, monsieur. Les cordonniers, les pistoleurs, des chaussures comme ils sont malades, j'étais en Europe. Ces gars sont allés plus loin pour nous avilir. Ils nous vendent leurs excréments. La friperie, monsieur, c'est quoi? Les congelés, c'est quoi? De quoi on parle? Le seul pays au monde qui a décrété qu'une maladie finit le 14 mars. Vous connaissez le pays là? Covid est fini le 14 mars. Pourquoi? Parce que Biyabi Mondo et le peuple camerounais a osé organiser 2 rendez-vous continentaux sans masque. Et qui avait dit restez chez vous. Nous aussi on a dit restez chez vous. On avait donc resté chez vous contre rester chez vous. La famine a commencé, d'où les ultranationalistes. La jeunesse européenne que vous voyez là, on dit que c'est les extrêmes droites. Non, parce qu'il faut aider la France, à expliquer à sa jeunesse que les gens que vous insultez là, que vous invectivez, en fait, c'est eux les vrais patrons. Monsieur Macron ne pouvait pas le faire avant l'élection. Il va le faire après l'élection. Monsieur Macron a compris que le fait de réunir nos enfants avec notre argent pour aller apprendre à lire le bois, il les a gardés quelque part. Je salue d'ailleurs Achille Bembe. Je salue toujours les grands personnages comme ça, les collègues de docteur. Je les salue.
Je pense donc à mon humble avis, nous sommes un humanisme. Pour sortir. Vraiment, mon frère Yumbi, tu es trop radical, je te connais depuis, ça a déjà donné les résultats. Nos frères ne doivent pas être dans la même situation que nous hier, c'est-à-dire dos au mur. Parlons aux jeunes Européens. Disons-leur la vérité. Après avoir pris nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont pris nos sœurs. Le monde a évolué. Nous sommes interpénétrés. Le problème, c'est que, et c'était un ambassadeur français qui me l'a expliqué à Malabo, à l'ENA de Paris, qui était l'ancien institut de hautes études d'outre-mer, où on enseignait aux gens à singer le blanc dans la gouvernance, n'a pas changé de paradigme d'enseignement. Il s'agit pour la France de reformater l'école nationale d'administration. Parce que ce sont ces enfants qui sont les collègues des frustrés de la colonisation dont nous sommes. Il faut qu'on ait le même langage, qu'on soit au même niveau. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on veut installer des livres chez nous en cas de 5e où on fait pas la zoophilie. Maintenant, il y a une génération qui manque à l'appel, même celle du Mali. C'est les fonctionnaires. On a déjà récupéré l'université, on a récupéré la rue, on a récupéré les militaires. Il nous reste le lien néocolonial que constitue la fonction publique européenne en Afrique. Parce que la route Douala-Yaoundé, que vous appelez autoroute, qui dure depuis, je crois, 20 ans, vous savez pourquoi elle dure? Parce que les interlocuteurs de la Chine ont été formatés en France. La Chine, dans le monde entier, aucun pays au monde ne partage sa technologie. La Chine va construire la route Douala-Yaoundé. Et vous demandez à un fonctionnaire qui a fait les écoles d'outre-mer, qui affiche le certificat de l'ENA de Paris et de Québec derrière son bureau, alors qu'il est sorti à l'ENAM, l'une des meilleures écoles. Vous demandez à un gars qui allait faire 3 semaines à Saint-Cyr, et vous demandez que c'est lui qui doit défendre le Cameroun, qui doit défendre le Mali. La chance d'Assimi Gota, justement, c'est d'avoir été formé ailleurs. Il y a eu un incident dont on ne parle pas beaucoup, je termine par là, pour que vous sachiez que vous avez une lourde responsabilité. Monsieur Assimi Gota était le chef de bataillon qui a conduit l'expédition pour aller libérer le nord du Mali. En connivence pernicieuse avec la France, il y croyait. À un moment donné, les gens qui devaient amener l'information aérienne, les gens qui devaient amener la logistique, leur ont dit, ici s'arrête l'expédition, nous on va s'occuper du reste. Parlant à un enfant qui est venu défendre son propre territoire, lorsqu'Assimi Gota est rentré, il a fait la même chose qui a créé le panafricanisme. Entre le docteur Malcolm X Jr., non, le Malcolm X Jr. et le docteur Martin Luther King Jr., 2 enfants qui sont comme le père d'Obama, qui sont allés le père d'Obama allait aux États-Unis apprendre la médecine. Il n'avait ni CP ni rien, il était l'un des meilleurs médecins. Et on lui dit qu'il faut qu'il reste aux États-Unis pour servir la grande Amérique. On lui accole une juive écossaise qui a créé Obama, parce qu'Obama est juif. On est juif de mère. Il a fait la même chose que Sékou Touré a fait, la même chose que Thomas Isidore Sankara a fait au Grand Mitterrand. On lui donne 400 milliards d'aides. Et il voit les Kalachnikov arriver. Il dit c'est pourquoi on dit non. Il dit non, je veux les dabas, les ou et les machettes. N'ayez pas peur. On va vous faire peur. Et comme vous aimez, vous êtes les Thomas de la Bible, vous venez donc de voir l'image des jeunes de votre génération qui refusent de subir le martyre. Ils n'ont pas dit qu'ils chassent la France. Ils n'ont pas dit qu'ils chassent la mission des Nations Unies. Ils n'ont pas dit qu'ils chassent aucun peuple. Ils disent leur pays, leur territoire, leur histoire s'amenuise comme peau de chagrin parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les pistes, qui ne connaît pas la forêt, qui ne connaît pas voir la différence entre un Algérien et un mort de Mauritanie et un mort du Mali. Ils ont donc dit, si vous voulez, donnez-nous les mêmes moyens pour que nous fassions la même chose. Mais ils avaient oublié qu'au système des Nations Unies, la notion de tuteur a remplacé la notion de tutelle. Il y a de l'argent.
au système de sécurité des Nations Unies depuis 1945, qui dit que lorsque une nation s'engage pour aller mettre la paix quelque part, c'est à elle qu'on remet l'argent. La France est le tuteur des 14 pays du franc CFA. C'est ça qui a tué le maréchal du Tchad. Lorsqu'après 4 ans, que la vaillante armée tchadienne est allée, croyant qu'on veut sécuriser la zone, il demande, je n'arrive plus à payer mes fonctionnaires, mes gars, machin, truc, renvoyez-moi la quote-part prévue par le mécanisme des Nations Unies lorsqu'on participe au système de sécurité des Nations Unies. On a dit stop. Mais comme on avait dit, aucun chef d'État mort ne nous fera plus reculer. Aucune maladie disséminée en Afrique ne nous fera reculer. Nous avons une seule chose, c'est de reconstituer l'humanité vers laquelle le monde n'aurait pas dû quitter. Merci à vous François Bikoro. On va donc prendre ce téléspectateur. C'est Lamine Diop qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue Lamine. Bonsoir. Bonsoir l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Média ainsi que votre régie technique. Bonsoir l'ensemble des panélistes participants à ces deux thématiques. Tout premièrement, je vais voter pour le président du Cameroun naturellement, celui de la Centrafrique. Écoutez, tout a été dit en tout cas sur... Moi, je veux juste en fait rebondir sur la deuxième thématique parce que cet empressement français concernant ou encore à propos de la libération de ces bandits, de ces banderas, comme on les appelle désormais du côté de l'Ukraine, je mets des réserves. Je mets des réserves vis-à-vis de quelconque libération de ces mercenaires français. Le gouvernement centrafricain ne doit pas discuter d'ailleurs sur la libération de ces mercenaires. Et je crois que je donne crédit au président Touadéra de ne pas le faire. Mais l'homme qui a vu l'ours, c'est quelque chose qui existe et qui est long, et qui est dangereux, mais qui est presque inévitable. Certes, il n'y a pas de discussion directe, mais on n'imagine pas qu'il n'y ait pas une chaîne de communication établie. Mais il n'empêche que pour la France, l'Afrique noire francophone est sa mère poissonneuse, en quelque sorte. Donc, elle pose des lignes d'appât de pêche. Quand ça ne mord pas, elle change sa ligne d'appât de pêche avec un autre appât. Elle a lancé ses mercenaires, elle a vu que ça ne mordait pas. Limite, c'est le scénario inverse qui s'est produit avec un renforcement sécuritaire maximal avec la Russie de ce côté. Mais comme la France ne s'avoue jamais vaincue en Afrique noire francophone, elle continue à lancer ses lignes d'appât de pêche. Et d'ailleurs, à situation comparable, on a la même méthode et la même technique avec la mer poissonneuse d'Afrique de l'Ouest à propos de ce qui concerne le cas malien. Donc, à propos de ce qui concerne l'empressement de la libération de ces mercenaires en Centrafrique, c'est aussi dans la dynamique française, c'est-à-dire en clair refuser d'être statique en Afrique noire francophone, mais comme j'évoquais un peu plus haut, je donne crédit encore au président Touadéra de ne pas céder sous la pression et aux différentes chaînes de communication directes ou indirectes françaises. Merci et bonne fin d'émission, à bientôt. Merci à vous, cher Lamine, d'avoir apporté votre contribution. On va rester au standard pour prendre un autre appelant. On va donc rester du côté de la réalisation, prendre une transition légère pour ensuite passer au deuxième sujet qui nous intéresse, notamment celui qui concerne la République centrafricaine.